Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur l'investissement en société, investir en tant qu'entrepreneur. Alors pourquoi ce sujet-là? Tout simplement parce que depuis un moment, au sein de notre accompagnement et même au sein de notre cabinet de conseil en gestion privée, on a eu énormément de cas d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprise qui nous ont rejoints et qui en fait font face à ces enjeux, font face à ces problématiques. Et je me disais que c'était vraiment quelque chose d'intéressant et que je pouvais vraiment en faire une vidéo. L'idée, c'est que cette vidéo soit très actionnable, très concrète et elle s'adresse tout simplement à des entrepreneurs qui ne savent pas comment faire travailler leur argent, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a des enjeux qui sont beaucoup plus vastes, on va dire. Enfin, il y a d'autres enjeux que l'investissement quand on est, classique, employé ou salarié dans une entreprise, il y a forcément d'autres enjeux. Et donc derrière, qui dit d'autres enjeux dit d'autres problématiques, qui dit d'autres problématiques dit d'autres solutions aussi. Et l'idée, c'est de vous présenter un peu ça de manière très concrète, très, encore une fois, voilà, l'idée, c'est pas de blablater, de parler de la théorie, c'est vraiment de prendre des exemples concrets et de vous expliquer tout ça. Et c'est vrai que c'est vraiment déjà un sujet qui me tient à cœur aussi, parce qu'à titre personnel, je suis entrepreneur et ce sont des conseils que moi j'applique pour ma société, pour mes investissements, etc. Et je vais essayer vraiment de tout vous détailler dans cette vidéo. Et pour vous en dire un petit peu plus là-dessus, c'est vrai que j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me rends compte, en accompagnant tout un tas d'entrepreneurs et en fréquentant aussi tout un tas d'entrepreneurs sur diverses thématiques, que ce sont des personnes qui finalement ne connaissent pas forcément plus que les autres ces sujets d'investissement. Et en fait, moi, je pensais pas ça au début. Je pensais que naïvement, étant donné que ça fait un moment personnellement que je suis dans ce milieu-là, et étant donné que je suis entrepreneur, eh bien, je pensais naïvement que les entrepreneurs, de manière générale, étaient plus confrontés, se penchaient plus sur tous ces sujets d'investissement, étant donné que on est beaucoup plus impliqué de manière générale sur tous ces sujets-là, notamment sur le juridique, sur la partie statut, sur la fiscalité, etc. Et je pensais que, en fait, l'investissement venait en bout de course derrière et que ces personnes-là forcément s'y intéressaient, s'y penchaient. Et en fait, non, je me suis rendu compte que non et que c'était des personnes qui, comme toutes les autres, comme des épargnants, en fait, ne se penchaient pas forcément sur tous ces sujets-là et souvent, soit par manque de temps, manque d'énergie, sinon par peur. Et comme on dit, on a souvent peur de ce qu'on connaît mal. Et en fait, l'investissement exception à cette règle, ce qui fait que en fait, on préfère souvent, y compris les entrepreneurs, à garder notre argent, notre trésorerie d'entreprise sur des comptes bancaires bien au chaud, sans prendre de risques. Et c'est ce qui nous coûte énormément d'argent, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est parce que ça nous rassure et parce que voilà, on ne veut pas tenter d'aller faire telle ou telle chose par manque de connaissances, par manque de compréhension. Et donc, je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur et de solutions par rapport à ça dans cette vidéo. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question. C'est, et si votre activité cessait du jour au lendemain? Ça, c'est une question, selon moi, qui est très très importante à se poser quand on est entrepreneur. Pourquoi? Et beaucoup plus que quand on est salarié dans une entreprise, typiquement. Pourquoi? Parce que quand on est salarié dans une entreprise, globalement, on a un prévisionnel sur nos revenus. On sait que si on reste dans notre entreprise, globalement, on va avoir des revenus réguliers, un flux d'argent continu qui va venir alimenter notre compte tous les mois. Voilà, on a un prévisionnel, ce qui n'est pas le cas quand on est entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on est maître de nos propres flux. Si on ne travaille pas demain, si on ne va pas chercher les clients, si on ne met pas en place de process, si on n'a pas d'activité finalement qui tourne, qu'on fait tourner nous-mêmes, en fait, on ne fait pas d'argent. Et en plus de ça, il vient s'ajouter à toute la la régularité, l'irrégularité plutôt la volatilité des revenus qu'on peut avoir. Un mois, on peut générer énormément d'argent, un mois, on peut ne rien générer du tout, un trimestre peut très bien se passer, une année peut très bien se passer comme très mal se passer, en fonction de votre secteur, en fonction de votre activité, du temps que vous y avez mis, et aussi finalement de votre situation. Si votre situation vous permet aujourd'hui de travailler énormément, c'est très bien, vous allez peut-être pour faire énormément d'argent. Si c'est pas le cas demain, là aussi c'est quelque chose à anticiper. Et en fait, on a énormément de facteurs qui font que, étant donné que vous maîtrisez tous vos flux, en fait, tout le risque est centralisé sur vous et votre activité. Ce qui fait que vous avez une concentration de votre risque qui est énorme sur votre activité, sur vous, sur votre capacité à gérer votre temps, sur votre marché, etc.
Et ce qui fait qu'en fait, on a une, une concentration du risque qui est extrêmement élevée. Et je me permets de vous montrer ce graphique qui est, selon moi, extrêmement parlant, qui représente les différentes phases de vie d'une entreprise. Il y a 4 phases dans un cycle de vie d'une entreprise, et toutes ces entreprises, absolument toutes, passent par ces 4 phases. Ça, c'est clair et net. On a la phase de lancement, on a la phase de croissance, la phase de maturité, et ensuite la phase de déclin. Et en fait, le truc, c'est que chaque phase peut durer plus ou moins longtemps en fonction de vous, ou de votre marché, de votre secteur, de plein de facteurs différents, en fait. Mais en moyenne, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, ces 4 phases sont éphémères. Et qu'on ne peut pas être éternellement en phase de lancement, on ne peut pas être éternellement en phase de croissance, ni en phase de maturité. Toute entreprise passe par l'autre phase, à un moment donné, jusqu'à finalement s'éteindre dans le temps. Et en fait, donc, statistiquement, j'ai envie de dire que votre activité, aujourd'hui, c'est juste une question de temps avant qu'elle meure. Alors, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est vraiment statistique, quelque part. Tout est éphémère dans l'entrepreneuriat, les marchés, on le voit aujourd'hui, typiquement avec l'IA, on a énormément d'entreprises qui sont en train de décliner, qui sont en train de se faire remplacer. C'est finalement la destruction créatrice de Schumpeter, qui montre que en fait, d'autres entreprises vont remplacer, de nouvelles entreprises, de nouvelles innovations vont remplacer d'anciennes entreprises, d'anciennes services, d'anciens produits, etc. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose à intégrer, selon moi, quand on est entrepreneur, parce que on est maître, encore une fois, de notre propre flux, de nos propres flux financiers, ce qui fait que si demain, on n'a pas tous ces astres, finalement, qui sont alignés, on a le déclin qui peut, ou la maturité, ou la croissance, peu importe, mais la phase suivante, en tout cas dans votre cycle, qui peut complètement bouleverser votre quotidien et votre activité opérationnelle. Et en moyenne, il faut savoir que le cycle, la durée de vie d'une entreprise, c'est à peu près 10 ans. Quand tout va bien. Ça, je dis bien, quand tout va bien, c'est très important. Pourquoi ? Parce que, en moyenne, si on prend une entreprise, la création d'entreprise, une entreprise qui est créée ne dure pas en moyenne 10 ans. Ça, c'est vraiment quand tout se passe bien, en moyenne, l'activité se déroule, une dizaine d'années, en moyenne. Si on compte toutes les entreprises qui sont créées, évidemment que c'est beaucoup moins de 10 ans. J'ai pas le chiffre exact, mais je pense que ça devrait être aux alentours de 3-4 ans. Je sais que pour les micro-entreprises, c'est à peu près 3 ans. Donc ça ne m'étonnerait pas que les sociétés soient à peu près pareil, peut-être un peu plus grand. Mais globalement, si on prend par contre toutes les entreprises qui vont réussir, en moyenne, on va être sur un chiffre un peu plus élevé de 10 ans. Donc ce qui fait que même 10 ans, finalement, ça passe vite. En fait, il faut pas se leurrer, 10 ans, ça passe vite, sachant qu'on passe par 4 phases, la phase de lancement, la phase de croissance, de maturité et de déclin. Et durant ces 4 phases-là, il faut forcément avoir un process d'investissement, c'est très important, parce que si on n'en a pas, en fait, là, potentiellement, dans 10 ans, ou alors dans moins de 10 ans, si jamais ça fait longtemps que vous êtes sur cette activité, sur votre activité, vous allez potentiellement avoir des flux de revenus qui vont baisser, et donc derrière, voire même décliner complètement, et après, ça peut être mourir. Ce qui fait que, voilà, et je dis pas ça encore une fois pour vous faire peur ou quoi que ce soit, c'est vraiment des stats en fait, c'est tout simplement des stats. Toutes les entreprises ont une durée de vie, certaines vont durer 5 ans, d'autres vont durer peut-être 15, 20, 25, 30 ans, et je vous le souhaite si vous êtes entrepreneur que votre activité perdure. L'objectif c'est évidemment que notre projet perdure et de le faire croître le plus possible, mais il faut bien réaliser que derrière, il y a quand même une part qu'on ne maîtrise pas et qui est forcément liée au marché, liée à l'évolution de notre secteur, et ça c'est forcément subi quelque part ces évolutions-là, ce qui fait que tout est ramené quelque part à des stats et qu'en moyenne, on va être sur 10 ans pour la durée de vie d'une entreprise. Et ça, voilà, je le précise bien, c'est pas parce que les dirigeants sont mauvais, mais c'est plus parce que les marchés évoluent, la concurrence s'intensifie et les modèles se transforment. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose vraiment à intégrer avant, du moins, de mettre en place un process d'investissement, parce que finalement, ça va vraiment être le socle fondamental qui va, quelque part, permettre d'ériger une bonne stratégie pour notre trésorerie d'entreprise, pour notre trésorerie opérationnelle et pour les flux de revenus finalement qu'on génère il y a notre entreprise. Tout à l'heure, je parlais justement de la concentration du risque. Je vais y revenir très rapidement, mais voilà. Aujourd'hui, votre entreprise, c'est votre temps, c'est votre énergie, c'est vos compétences, votre expertise et c'est aussi vos revenus. Et en fait, tout est concentré au sein d'une seule et même entité qui est votre entreprise, finalement, qui est dirigée par vous-même. Et en fait, finalement, on a une centralisation du risque énorme. Investir,
ça va permettre de venir décentraliser ce risque-là, d'utiliser une partie des revenus que vous générez via votre travail, via votre entreprise, via votre activité opérationnelle, pour venir décentraliser ce risque, acheter les actifs qui vont ne plus dépendre, enfin qui vont pouvoir vous rapporter de l'argent, euh, enfin qui est complètement indépendant, dont la nature, on va dire, de ces revenus est complètement indépendante de vos revenus opérationnels. Ça permet réellement de décentraliser le risque et de petit à petit ériger un patrimoine qui va vous permettre de générer des revenus continus, réguliers, sans que finalement vous n'ayez à travailler, à lever le petit doigt, à vous réveiller le matin, etc. Alors forcément, ça prend plus de temps, hein, et aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont cette question-là de se dire, en fait, pourquoi je vais investir quelque part sur quelque chose qui va me rapporter beaucoup moins d'argent que ce que moi je pourrais faire aujourd'hui en travaillant. Euh, et je suis d'accord, hein, forcément, quand on investit du temps, de l'énergie dans notre entreprise, finalement, on va gagner plus d'argent que si on investit notre argent dans des actifs. C'est clair. Par contre, ça permet avant tout, avant de penser rentabilité, il faut toujours penser rentabilité par rapport au risque qu'on prend. Et on voit que le risque-là, il est très fort. L'idée avant tout, c'est de venir décentraliser ce risque-là et de gérer notre risque, en fait, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément, hein. Le risque, c'est quelque chose de très abstrait jusqu'à ce qu'on se le mange dans la figure, hein, jusqu'à ce que une crise des subprimes, une crise, je sais pas, des années 2000 nous tombe dessus. Et que finalement, on a un bouleversement dans notre secteur de marché, qui fait que là, on n'a plus rien. On n'a pas érigé de socle sur nos investissements, sur notre entreprise et sur notre patrimoine, ce qui fait que finalement, tout s'écroule d'un seul coup parce qu'on n'a qu'un seul pilier. Vous savez, la métaphore finalement du pilier qui va tenir toute votre situation. Mieux vaut avoir comme une chaise ou comme une table 4 piliers plutôt qu'un seul, parce que si un pilier s'effondre, vous avez votre table et votre chaise qui va rester intacte, là où c'est pas le cas si vous avez qu'un seul pilier qui tient, quoi. Et ce qui peut tout faire basculer, voilà, je l'ai dit juste ici, hein, mais une crise économique, hein, donc Covid, subprime, une disruption technologique du secteur, et ça peut arriver très vite, encore plus aujourd'hui, et je dirais même que c'est exponentiel avec le progrès qu'on a aujourd'hui sur notamment l'IA, l'intelligence artificielle, hein, et sur toute la partie technologique. Aujourd'hui, la tech, c'est plus un secteur, finalement la tech est intégrée dans tous les secteurs, donc tous les secteurs sont concernés par ça, qu'ils soient manuels ou alors pas manuel, hein, peu importe. Un changement réglementaire, un départ d'un associé aussi, si vous êtes associé à quelqu'un ou à plusieurs personnes, un litige ou une procédure judiciaire, c'est quelque chose qu'on ne voit pas venir, mais dont le risque, peut-être la probabilité est très faible, mais quand ça arrive, finalement, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie qu'on ne peut plus finalement utiliser pour notre activité opérationnelle, mais qu'on doit se concentrer finalement sur le litige, sur la procédure judiciaire, et on n'a plus le temps après de gérer notre activité, ce qui fait que on n'a plus de revenus. Donc là aussi, c'est quelque chose d'anticipé, aussi une croissance à maîtriser, hein, tout simplement. Donc des risques liés à l'opérationnel en lui-même. Donc c'est vraiment, selon moi, tous ces risques-là, là j'en ai que quelques-uns, hein, mais on a plein d'autres, et souvent c'est les risques qu'on voit le moins qui font le plus mal. En fait, certes, ils n'ont pas beaucoup de probabilité d'arriver, mais quand on les accumule, finalement, c'est quelque chose qui peut arriver du jour au lendemain, et en tout cas qui va vraiment, dans la plupart du temps, avoir un impact qui est extrêmement significatif sur le business, sur votre activité, et donc sur votre situation, sur votre patrimoine, sur toute votre vie, hein, finalement. Et pour vous donner quelques exemples là aussi, donc on a par exemple Kodak avec le numérique. Kodak a été finalement un des pionniers un pionnier innovateur dans cette partie-là. Finalement a été victime de sa propre innovation, hein, quelque part. On a les blockbusters avec Netflix, on a les taxis avec Uber, on a le développement web avec l'IA. Aujourd'hui, pour vous dire, nous, je sais que pour notre société, on voulait payer des développeurs, notamment sur la partie site internet, etc. Finalement, on se rend compte qu'on va pouvoir le faire quasiment nous-mêmes. Donc en fait, finalement, on n'a plus besoin de payer les prestataires qui ont fondé leur activité sur cette base-là, sur cette expertise qui aujourd'hui est en train littéralement d'exploser parce que les barrières à l'entrée sont extrêmement faibles aujourd'hui, enfin en tout cas sont en train de se péter à la baisse pour toute la partie développement. Donc finalement, c'est quelque chose qui peut vous concerner comme concerner tout le monde, et donc ça c'est vraiment très intéressant, ça c'est très important. Et donc là c'était vraiment pour vous donner quelques exemples de secteurs, mais ça peut aussi du coup être le cas pour vous. En tout cas, c'est une question vraiment à se poser de manière très, très sérieuse. Et donc maintenant, on va passer au vif du sujet, investir pour décentraliser le risque, faire travailler comment investir finalement sa trésorerie d'entreprise, comment déjà investir, est-ce qu'on investit en perso, en pro, c'est ce qu'on va voir maintenant. Déjà, la première chose, hein, c'est
En fait, quand vous avez une entreprise, quand vous êtes entrepreneur, vous avez un véhicule d'investissement qui est un levier énorme, qui est votre société. Et ça, faut vraiment pas le négliger. Et ça, je me rends compte que beaucoup de personnes, au travers, enfin, quand on est accompagné, quand on en a accompagné au sein de notre cabinet, ou alors quand on est accompagné au sein de notre accompagnement de formation, on se rend compte en fait qu'il y a énormément de personnes, euh, d'entrepreneurs qui ne savent pas s'ils doivent investir en perso ou en pro. Donc ça veut dire qu'ils se disent, ok, bon, moi pour investir, je vais me verser un salaire et ensuite je vais investir. Ils ne savent même pas que ils peuvent utiliser leur véhicule euh, juridique, hein, leur société, pour pouvoir investir. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'en fait, la société va vous permettre d'investir directement, sans passer par une case de double fiscalité, hein, sans passer par l'IS plus flat tax, mais on va juste avoir l'IS et on va pas être obligé de se verser en perso de l'argent, que ce soit en salaire ou en dividende, pour pouvoir investir ça. Et ce qui fait que finalement, avec comme le schéma nous le montre ici, en nom propre, pardon, si on a 100 000 euros après IS à investir dans notre société qui dorment, et en fait, si on l'investit en nom propre, on va avoir 30 000 euros qui vont partir. Alors aujourd'hui, c'est plus 31,4%, donc c'est plus 30%, c'est le PFU à 30%, j'ai mis. Mais aujourd'hui, il a augmenté à 31,4%. Mais bon, on va dire arrondir à 30%. Donc on va avoir 70 000 euros qui vont être investis côté en nom propre. Si on veut se verser les 100 000 euros de notre société net d'impôt en nom propre, ça va nous faire 70 000 euros investis. Alors que si on investit directement via notre société, en fait, on a 30 000 euros plus à investir. Et donc c'est vraiment ultra avantageux de se dire, ok, bon, je vais directement investir via ma société plutôt que d'investir via, via mon propre, enfin, en propre, quoi, à ma personne physique. Donc voilà, ça c'est très important. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Je suis décalé un petit peu parce que là, je n'ai pas l'impression que vous voyez le graphique, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne sur la durée si vous investissez ces 100 000 euros ou ces 70 000 euros à 6% par an? Donc là, je me suis mis un rendement approximatif, hein. Bien sûr, ça peut être plus élevé si vous êtes prêt à prendre beaucoup de risques ou moins élevé si vous voulez vraiment quelque chose de très très stable. De manière générale, une trésorerie opérationnelle, on va combiner quelque chose une allocation qui va être à la fois dynamique et aussi défensive, hein, en fonction des enjeux que vous pouvez avoir, de votre BFR, etc. Donc tout ça, c'est forcément à étudier, c'est des questions à se poser. Et en gros, on va partir sur une hypothèse à 6% par an, sur une allocation qui est à la fois équilibrée, hein, qui est à la fois défensive et dynamique. Sur les 100 000 euros, au bout de 15 ans, on arrive à 240 000 euros en moyenne. Sur 70 000 euros, on arrive à 168 000 euros. Pardon. Donc finalement, en fait, on voit qu'on a un effet de levier qui est beaucoup plus intéressant avec la société. Alors certes, avec la société, une fois qu'on a les 240 000 euros, pour les faire redescendre, il faut payer de l'IS du coup, et il faut payer, enfin surtout il faut payer de la flat tax. Il faudra payer aussi de l'impôt sur les sociétés sur les plus-values qu'on aura faites. Mais en fait, net de fiscalité, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'investir en société que d'investir en nom propre. Et en plus de ça, si jamais c'est si jamais c'est de l'argent que vous voulez utiliser pour d'autres projets, rien ne vous empêche de garder cet argent dans votre société, de la remonter, je sais pas, à par exemple une société holding qui vous permettra de créer d'autres projets derrière. Donc en fait, c'est un effet de levier qui est ultra intéressant, votre véhicule d'investissement, votre société, parce que ça vous permet de tout faire. Soit de vous redescendre de l'argent si vous voulez le récupérer, soit de créer un autre projet, par exemple, je sais pas, investir en immobilier. Et là, vous aurez vous aurez beaucoup plus d'apports à mettre si vous investissez en société que si vous investissez en perso. Du coup, on aura 168 000 euros dans l'un, 240 000 euros dans l'autre. Donc finalement, la société, c'est un véhicule extraordinaire puisque c'est un couteau suisse, en fait, finalement, de l'investissement. Ça va vous permettre de faire tout et n'importe quoi. De redescendre si vous avez envie de redescendre en nom propre, de remonter sur une holding si jamais vous avez envie de créer un autre projet pour financer une autre société pour un autre projet. Donc finalement, vous avez la possibilité de faire plein d'autres choses, ce qui est en plus d'un point de vue fiscal très intéressant, et en plus de ça, d'un point de vue de manière générale pour vous, pour la liberté que vous avez avec cet argent, parce que l'argent c'est quand même, ça doit servir à la base, hein, quand même, notre liberté. Là, ça s'octroie beaucoup plus de liberté sur toute la partie pro ou alors perso, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc maintenant vient la question de l'enveloppe. Qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement? Comment est-ce qu'on investit? Par où est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous? Et en fait, en pro, on a globalement
2 solutions qui vont s'offrir à nous pour la trésorerie d'entreprise. Premièrement, on va avoir le compte titre. Donc le compte titre, ça veut dire qu'on ouvre un compte titre au sein d'un courtier, d'une banque, pour pouvoir investir sur des produits financiers. Le compte titre, hein, c'est comme en perso. En perso, on peut aussi ouvrir un compte titre, par exemple sur Interactive Broker, sur Saxo, sur des courtiers comme ça. Ou alors chez votre banque, indirectement. L'inconvénient de votre banque, c'est que souvent, ça va être des frais qui vont être beaucoup plus élevés, donc attention à ça. Mais les courtiers en ligne connus à l'international sont très bien. Ou alors, le contrat de capitalisation, et le contrat de capitalisation, là aussi, c'est une enveloppe qui est éligible au perso comme au pro, et en fait, ça va être une enveloppe sur laquelle on va aussi pouvoir investir dans divers produits financiers en fonction de où est-ce qu'on l'a ouvert. Donc, il faut ouvrir ce compte-là chez chez un assureur, et on a la possibilité après d'investir directement via cette enveloppe. Et en fait, il faut savoir que ces deux enveloppes-là vont être régies par par fiscalité qui va être différente. Et en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de votre projet, en fonction de ce que vous voulez faire comme investissement, ça va être plus intéressant soit de choisir le compte titre ou le contrat de capitalisation. Il va vraiment falloir bien choisir. À noter que de manière générale, et ça je parle vraiment de manière générale, le contrat de capitalisation va être plus intéressant. Pourquoi ? Parce que en fait, je vais y venir. On va peut-être commencer d'abord par le compte titre, et ensuite je viendrai sur le contrat de capitalisation. Le compte titre, en fait, voilà, comme je l'ai dit, votre société ouvre un compte titre auprès d'une banque ou d'un courtier. À l'intérieur, vous avez accès à une large gamme d'actifs cotés dans la limite que ce que propose l'établissement. Ça veut dire que si le courtier ne propose pas tel ou tel type d'actifs, vous n'allez pas pouvoir y accéder, donc on est limité finalement par ce que propose la banque ou par l'établissement financier, hein, tout simplement le courtier. Et sur la fiscalité en personne morale, la fiscalité est différente que la fiscalité en personne physique sur le compte titre. Il faut savoir que sur la personne morale, donc sur votre société, sur les parts d'OPCVM, la plus-value latente est réintégrée au résultat chaque année et soumise à l'IS. C'est-à-dire que si vous faites une plus-value sur votre ETF, sur un produit d'investissement finalement, votre plus-value latente va être réintégrée à votre résultat comptable de votre société. Ce qui fait que, concrètement, on va payer de l'impôt sur un gain qui n'est pas encore réalisé. Parce que c'est la plus-value latente qui est réintégrée au résultat. Et si la plus-value disparaît, parce que finalement, on a fait une bonne année, mais l'année d'après, elle n'est pas bonne, finalement, on aura payé de l'impôt sur un gain qui n'est pas réalisé. Et c'est ça qui est un petit peu dommage avec le compte titre, c'est que finalement, on a cette partie imposition, taxation sur la plus-value latente. À noter, très important, que cette plus-value, que cette fiscalité sur la plus-value latente ne s'applique seulement sur les OPCVM, donc sur les fonds qui ne sont pas à plus de 90% européens. Ça veut dire que pour les fonds qui sont à 90% européens minimum, on ne va pas avoir cette taxation sur les plus-values latentes, et aussi sur les titres détenus en direct. Donc si vous faites par exemple du stock picking, le fait de choisir ses propres actions, donc si vous achetez une action Apple, une action LVMH, ou des titres obligataires, peu importe, là en fait, vous allez pas être fiscalisé sur cette plus-value latente. Donc là, ça peut être intéressant. Après, c'est quelque chose qui prend plus de temps, donc forcément, et qui peut être plus rentable ou moins rentable en fonction du temps que vous avez à votre disposition. Souvent, ce qu'on remarque à des personnes qu'on accompagne, c'est que les entrepreneurs sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de temps. Et donc forcément, le stock picking, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, ce qui fait que c'est pas forcément fait pour tout le monde. Et certaines personnes peuvent le faire, d'autres personnes qui ne savent vraiment pas conseiller, on va vraiment pas conseiller ça. Ça va vraiment être en fonction du profil, mais dans la plupart du temps, on considère que c'est pas forcément une bonne solution parce que en fait, ça demande beaucoup de temps pour un risque qui est en plus beaucoup plus élevé que si on investit dans des produits qui sont beaucoup plus diversifiés. Donc voilà, à noter que la petite note juste en bas, pas besoin de vendre pour payer l'impôt, la trésorerie opérationnelle de votre société peut s'en charger, étant donné que c'est tout simplement réintégré au résultat comptable dans votre end de résultat. Pour vous montrer un petit exemple juste ici, hop, donc en gros, on va avoir, je vais essayer de me cacher un petit peu parce que sinon vous ne pouvez pas voir, mais en gros, on va avoir l'année 0. Je vais mettre là, hop. L'année 0, on va avoir 100 000 euros, par exemple, donc de capital. L'année 1, on va basculer à 106 000 euros avec 6% de rentabilité, ce qui fait que on va avoir 6 000 euros qui vont être ajoutés à notre résultat comptable. Donc, on va payer 25% sur les 6 000 euros, donc 1 500 euros de taxes.
bon là-dessus. Donc le rendement net, là aussi, il est de 4 500 € pour l'année, la première année. Voilà, donc ça c'est vraiment pour un petit schéma très simple pour puissiez comprendre la fiscalité du compte titre sur la personne morale. Et maintenant, on va passer sur le contrat de capitalisation. Et le contrat de capitalisation, c'est assez différent pour le coup. Le contrat de capitalisation, en fait, votre société va souscrire donc un contrat auprès d'un assureur. Et en fait, à l'intérieur, là aussi, vous allez avoir accès à plein de produits différents, des fonds euros, des unités de compte, donc des produits, des ETF, des fonds actifs, de l'immobilier papier, des SCPI, des REIT, etc. Vous allez vraiment avoir plein de choses, dans la limite, encore une fois, de ce que propose l'assureur. Et en fait, la fiscalité, là pour le coup, donc on va avoir une imposition forfaitaire chaque année. Donc, ça veut dire qu'on va prendre en fait la base qui est, je vais vraiment, là je vais essayer de dérouler, après je vais vous montrer le schéma qui sera beaucoup plus explicatif, mais en gros on va prendre 105% de ce qu'on appelle le TME, donc le taux moyen d'emprunt d'État à la souscription, et on va simplement le soumettre à l'IS. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est à peu près, ça correspond à peu près à 4%, ce qui fait que sur 100 000 € vous allez être imposé seulement sur 4% de votre capital. Donc 4 000 € donc 4% de 100 000 €, 4 000 €, vous allez être imposé sur les 4 000 € de capital, ce qui fait que vous allez payer 25% sur 4 000 €. Finalement, ça revient un petit peu moins cher que l'open titre. Donc, je vais vous montrer un schéma pour que ce soit beaucoup plus parlant maintenant, parce que c'est vrai que ça peut paraître assez je suis vraiment sûr de perdre personne là-dessus, donc je vais essayer de vous montrer le schéma correctement. Hop. Voilà. Donc sur l'année 0, on va être à 100 000 €. Et sur l'année 1, on va être à 106 000 €. Donc là, c'est la même chose, hein, pareil que le plein titre, sauf que là, on va avoir une base TME qui va être aux alentours. Donc là, j'ai mis 4%. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de 4%, mais là, j'ai pris l'exemple de 3,5. Le 3,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre le capital, donc 100 000 €, et on va être imposé sur 3,5% de ce capital. Donc, on prend 3,5% de ce capital, donc le capital qui est de 100 000 €. 3,5% correspond à 3 500 €. Donc, on va être imposé à l'IS sur les 3 500 €. Voilà. Donc, ce qui est égal à 875 €. Dans un premier cas, on est, on revient, imposé à 25% sur la plus-value. Donc, là, dans cet exemple-là, c'est 6% par an, donc 1 500 €. Dans le deuxième exemple, on a fait la même plus-value, 6 000 €. Sauf qu'on va être imposé, non pas sur la plus-value, mais sur le 3,5% du capital, soit 3 500 €. Donc, on paye, in fine, 875 €. Ce qui fait que le rendement net, in fine, on a 5 000 € de rendement. Et ce qui fait que, si on compare les deux, voilà. Alors, compte titre, 6 000 € de base imposable, 1 500 € d'IS dû, ce qui fait qu'on a 4 500 € net. Alors que si on est sur quelque chose de capitalisant, quelque chose de capitalisant, contrat de capitalisation, désolé, c'est la fatigue, un contrat de capitalisation, on va être imposé sur 3 500 €, et donc 25% de 3 500, alors on est à 875 € d'IS, soit un net de 5 125, soit un écart de 625 € en faveur du contrat de capitalisation. Alors là, c'est dans le cas où la fiscalité sur la plus-value latente s'applique, mais si vous avez des OPCVM qui sont 100% européens, ou alors si vous avez des titres en direct, ça peut être intéressant d'avoir un plein titre aussi. Donc là, ça dépend vraiment de vous, ce que vous voulez faire. Mais globalement, si vous voulez vraiment avoir une enveloppe qui est très diversifiée, de manière à diversifier le risque, à décentraliser le risque, comme on l'a vu tout à l'heure avec tout le raisonnement finalement qu'on a fait, le contrat de capitalisation paraît être l'option la plus intéressante. Sachant que, et ça j'en profite pour vous dire, que le contrat de capitalisation, on va en avoir de deux sortes. On va avoir le contrat de capitalisation français, qui est assez classique, et on va avoir, alors qui est déjà très bien, hein, et on va avoir ensuite le contrat de capitalisation luxembourgeois, qui est accessible en fonction des assureurs à partir de 250 000 ou 500 000 €. Alors, c'est des montants qui sont beaucoup plus élevés, mais sur lesquels on va pouvoir avoir accès à des classes actives qui vont être beaucoup plus intéressantes, notamment des hedge funds, notamment du private equity, etc., pour aller chercher des rendements qui sont beaucoup plus élevés. Et donc, finalement, on va pouvoir diversifier notre patrimoine tout en allant chercher des rendements qui sont très intéressants et voir vraiment ces deux composantes qui vont être diversification du risque, diversification du patrimoine, parce qu'on va aller chercher des classes d'actifs qui sont introuvables sur des contrats de capitalisation français ou sur des bons titres. Et en plus de ça, on va venir augmenter notre rendement, parce qu'on va aller chercher des actifs qui vont être très très performants. Donc voilà, c'est aussi finalement le privilège entre guillemets d'avoir plus d'argent, c'est d'avoir la capacité d'aller avoir accès à des fonds qui sont beaucoup plus premium, VIP entre guillemets. Et donc voilà, finalement, je me permets de conclure sur tout ça. Donc l'essentiel vraiment en 3 points, j'essaie vraiment de résumer tout ça.
Il faut savoir que votre entreprise concentre votre risque. Ça, c'est le plus important. On l'a vu, votre entreprise, c'est votre activité, c'est vos revenus, c'est votre expertise. Mais c'est un pilier. Le plus important en tant qu'entrepreneur, parce que on est dans une situation qui est moins sécuritaire que les autres, c'est de multiplier finalement ces piliers-là, ces piliers de revenus, afin que si un pilier tombe, on en a d'autres pour soutenir la table, et ce qui fait que derrière, on n'a pas finalement à se soucier de tout ça. Euh, donc votre entreprise, c'est 5% de votre risque, et donc investir permet de le diversifier. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre, et déjà à conscientiser dans un premier temps, et ensuite à appliquer, tout bêtement. Investir en société, c'est plus de capital au travail, et c'est aussi une imposition différée, donc c'est plutôt plus de capital au travail, donc c'est beaucoup plus intéressant que l'investissement perso, parce que ça vous donne le choix. Déjà, ça c'est plus optimal déjà en termes de fiscalité, et en plus de ça, ça vous donne le choix sur ce que vous voulez faire de votre argent. Si vous voulez l'investir dans un autre projet futur, donc une autre entreprise, sur des projets immobiliers, dans ce cas-là, vous aurez beaucoup plus de choix et vous aurez beaucoup plus de capital à mettre. Et en plus de ça, ça vous permet vraiment en perso, si jamais vous souhaitez récupérer votre argent, d'avoir beaucoup moins de fiscalité appliquée sur tout ça. Et ensuite, contrat de capitalisation ou plan de titre, c'est deux fiscalités différentes, c'est à choisir selon le rendement, selon vos objectifs, selon votre profil, selon ce que vous voulez faire. Le compte titre, de manière générale, ça va vraiment être très intéressant pour les personnes qui veulent faire du stock picking, donc celles qui ont le temps, l'envie et aussi l'énergie, hein. C'est tout bête, mais c'est ça. Et à côté de ça, le contrat de capitalisation va plus, on va dire, intéresser les personnes qui peut-être ont une activité qui est dense et qui n'a pas forcément, qui n'ont pas forcément le temps de se pencher sur le stock picking, ce qui fait que derrière, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue diversification patrimoniale, sera beaucoup plus optimisé que le compte titre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais vous mettre un lien juste en dessous, un simulateur, un outil qui va vous permettre de faire le bilan de votre patrimoine. Ça vous permettra de vraiment savoir déjà tout ce que vous avez, les différents contrats que vous avez, les différentes enveloppes, et ça vous permettra de savoir en quelques lignes, en quelques questions, finalement par rapport à vos objectifs, de savoir si votre situation est optimisée ou pas, et ce que vous pourriez optimiser en fonction de votre situation, ce que vous avez rempli. Donc je vais vous mettre ça juste en dessous. N'hésitez pas à le remplir pour les personnes que ça intéresse, tout simplement. Je vous mets le lien aussi vers un appel pour si jamais vous voulez prendre rendez-vous avec moi ou mon associé pour notre cabinet, et si vous voulez simplement vous faire accompagner, ou en tout cas qu'on discute de votre situation, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, voilà, je vous mets le lien en description. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite, et puis à la prochaine.